Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Inspiration en action. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maryam Fassi Fihri, écrivaine. Bonjour Maryam et merci de nous accueillir. Bonjour Safinez et merci pour ton invitation. Écoute, cette année, tu vas célébrer la continuité de ton premier roman, n'est-ce pas, qui s'appelle La promesse d'une vie meilleure. Et chers amis, j'espère à tous une vie meilleure. Dis-moi Maryam, quel est le chemin que tu as emprunté pour l'écriture? Alors je viens de très loin, puisque mes études m'ont plutôt menée vers un domaine scientifique. J'ai fait des études en mathématiques appliquées et sciences sociales, et j'ai également un diplôme d'expertise comptable. J'ai pratiqué dans la finance plusieurs années. Mais il y avait cet amour qui vient de mon enfance, cet amour pour la lecture, la littérature, qui était là, qui était vivant, même si je ne m'en rendais pas forcément compte. Et il a fallu que, il y a 4 ans, que je passe par une phase qui m'a un peu éloignée de mon métier, donc plus dans le domaine de la finance, pour ressentir ce besoin incroyable de poser les mots sur une feuille. Tout simplement écrire au début, pas forcément écrire pour arriver à un roman, mais écrire. D'accord. Et donc, oui, voilà, donc le monde de la finance qui est un monde assez on va dire, rigide, hein, disons les mots comme ils viennent. Et alors que l'écriture, c'est le monde de la passion, le monde de la rêverie, le monde de tout est possible. Et donc dans ce parcours-là, comment a été la réaction de ton entourage? C'est-à-dire du calcul, de l'expertise comptable, de la finance, d'un monde très speed, vers se poser en fait pour faire couler les mots, leur donner du sens et véhiculer des passions à travers ce mot. Comment ça a été la réaction de ton entourage? Alors, je pense que j'ai souvent exprimé ma frustration par rapport à mes activités professionnelles. Ma frustration parce que je connais des gens qui s'épanouissent très bien dans ce milieu-là. Ce n'était pas mon cas. Étonnamment, alors que mes études m'ont conduit à y passer beaucoup de temps et ensuite les différents métiers que j'ai pu exercer, les chiffres, les nombres ne me parlent absolument pas. Ça reste presque... c'est quelque chose de très palpable et pourtant c'est quelque chose qui n'a aucun sens pour moi. Je pense que même si j'ai beaucoup donné de ma personne, surtout à nos débuts dans une carrière professionnelle, on ne compte pas les heures, c'est beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans pour tracer son chemin. Je pense que quand même j'exprimais clairement mon insatisfaction par rapport à ce que je faisais. Et cette espèce de quête perpétuelle, qui est toujours là d'ailleurs, de quête à la recherche de ce qui pourrait m'épanouir, ce qui fait partie de mon essence. Je ne suis pas sûre qu'on arrive un jour réellement à trouver la réponse à cette question, mais en tous les cas, cette quête est là. Et disons que revenir à l'écriture, là, tout à coup, je me suis retrouvée, enfin, je dis revenir à l'écriture, revenir à ce rêve de l'écriture, tout à coup, je me suis retrouvée face à quelque chose qui me parlait réellement, qui prenait tout son sens par rapport à tout ce que je faisais avant. J'ai pas mal de littéraires, de gens qui sont littéraires ou qui ont écrit autour de moi, donc tout en ayant exercé des métiers qui n'ont absolument rien à voir avec la littérature. Donc ça n'est pas forcément surprenant d'annoncer à son entourage que voilà, on a démarré un jour une phrase, puis on est arrivé à un point et ça donne un roman, et qu'on veut partager ça avec eux et avec de potentiels autres lecteurs. Très bien. Ça a été plutôt applaudi. C'est quelque chose qui est
pour lequel on accorde beaucoup de valeur autour de moi. Ah, ça, c'est superbe d'être encouragé et d'être voilà, soutenu dans sa passion. C'est extrêmement important. Et ce que tu viens de dire là est très important, c'est que, en fait, à un certain moment, tu t'es posé pour t'écouter. Exactement. Tu t'es posé pour t'écouter afin que ce que tu as toujours fait, quand tu étais petit, tu écrivais, tu aimais la danse des mots. Et donc, tu t'es donné en fait cette autorisation de le vivre. Et ça, c'est extraordinaire parce que beaucoup de ceux qui nous regardent ont peut-être cette envie, voilà, de partager des expériences ou leur vécu à travers les mots. Et c'est vrai que l'écriture, on se dit, ai-je vraiment le bon style ou la bonne formule ? Mais en fin de compte, c'est vraiment s'écouter, c'est se permettre, c'est s'autoriser. Donc merci beaucoup pour ce partage à nu. Et donc là, on va parler un peu de ton livre. Voilà, donc j'adore sa couverture déjà. La promesse d'une vie meilleure. Écoute, le titre déjà prend tout son essence. On se promet tous intérieurement une vie meilleure. Et là, je voudrais que tu nous présentes un peu tes personnages. Voilà, comme ça, à vol d'oiseau. Et je vous invite tous à le lire. Alors, en fait, c'est les personnages. Dans un premier temps, j'étais partie sur une idée de personnages sans nom, sans prénom. Parce que j'aborde dans ce livre des sujets qui sont universels et je tenais à ce qu'il y ait une atmosphère qui reste universelle, qui n'ait pas de référence ni culturelle, ni religieuse, qui n'ait pas d'indication spatio-temporelle. Très bien. J'étais partie sur cette idée. Donc, parmi les personnages, on a mère, père, frère. Oui. Et puis, il y a les deux principaux personnages qui sont des adolescents de 16 ans, Etna et Phénix, qui sont les surnoms qu'ils se donnent eux-mêmes dans ce livre. Etna et Phénix, c'est pas courant, Alors, Etna et Phénix, ça, c'est quelque chose qui est venu très facilement, contrairement à d'autres moments de travail, parce qu'évidemment, dans l'écriture, là, j'ai découvert l'écriture pour le plaisir, mais l'écriture pour construire aussi, pour structurer, pour que ça ait du sens pour celui qui va lire le roman. Donc il y a eu différentes phases de travail, de lecture, de relecture, de re-relecture. Parmi les choses qui sont arrivées naturellement, ce sont ces noms de Etna et Phénix. Alors Etna parce que c'est une jeune fille qui est extrêmement perturbée, mais qui n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'elle ressent au fond d'elle, sur le pourquoi de ces manifestations, sur ce que ça signifie. Elle ne comprend pas. Elle sent une différence par rapport aux gens qui l'entourent, mais elle est incapable de dire pourquoi. Et elle sent ce feu intérieur prêt à exploser à n'importe quel moment. Donc évidemment, Etna en référence au volcan, voilà, au volcan dormant, apaisant, mais qui à l'intérieur de l'intérieur. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Phénix, donc le deuxième personnage principal du livre, qui est donc lui aussi un adolescent de 16 ans. Phénix est un enfant a priori tout à fait équilibré. Par contre, Phénix, contrairement à Etna, a vécu un drame familial dont on ne peut jamais se remettre complètement, c'est-à-dire qu'il a perdu sa mère à l'âge de 10 ans. D'accord. Ouais. Et que malgré ça, à 16 ans, c'est a priori un jeune homme extrêmement équilibré. Donc Phénix en référence à cet oiseau qui renaît de ses cendres, cet oiseau de la mythologie. Très bien. Voilà. Dis-moi, Myriam, le chemin de l'écriture, je voudrais bien que tu nous parles un peu de ce processus-là, c'est-à-dire de l'idée qui danse dans ta tête, et comment ensuite tout ce processus où tu donnes vie aux mots,
où tu donnes vie à l'histoire et surtout, quelle est ton intention derrière l'écriture? Alors en fait, je me suis beaucoup posé la question sur la bonne manière d'écrire au moment où je posais juste les mots comme ils venaient, sans avoir en tête la moindre idée d'une histoire, la moindre idée de la naissance d'un roman. Je me suis beaucoup posé la question parce que je n'avais aucune structure, aucune idée de ce vers quoi j'allais. J'étais plutôt dans un espèce d'abandon, un lâcher-prise total. Et c'était quelque chose qui me perturbait, peut-être parce qu'on n'est pas habitué justement à se laisser ce genre à s'autoriser ce genre de manière de faire dans notre quotidien. Donc j'avais l'impression que je faisais n'importe quoi, que les auteurs ne fonctionnaient pas comme ça, que cette manière d'écrire n'existait pas, qu'il fallait avoir un minimum de plans en tête avant de commencer quelque chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer une autrice que j'aime beaucoup, qui est dans l'intime, et qui m'a rassurée en m'expliquant qu'effectivement, il y a différentes manières d'écrire. On n'a pas tous la même manière d'avancer dans un projet littéraire. Et que la beauté du lâcher-prise, c'est quand même quelque chose de... Enfin, si on arrive à rentrer dans cette espèce d'état où on se laisse finalement dépasser par les mots qui sortent de nous, on n'a pas forcément le contrôle de ce qui se retrouve sur le papier. On peut se relire ensuite et avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre que soi-même qui a écrit ces mots-là. Voilà, elle m'a rassurée sur le fait que c'était une manière comme une autre d'écrire, de donner naissance à un roman, que c'était effectivement une première étape, et puis après il y a toute la partie travail. Très bien. Qui est peut-être plus rigide, moins dans le lâcher-prise forcément, mais la partie construction, la partie création des personnages, création d'une atmosphère, etc. D'accord, très bien. Et ce monde-là de l'écriture t'a amené à côtoyer en fait d'autres métiers. Donc j'imagine la maison d'édition, promouvoir ton livre. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu es à la rencontre de tes lecteurs. Alors, en fait, au moment de la sortie du livre, on est réellement dans une mise à nu. Dans mon cas, en tous les cas, parce qu'on est plutôt dans un roman intimiste, qui, même si ce n'est pas une fiction, révèle beaucoup de soi. Donc, énormément d'anxiété, de stress par rapport à la compréhension, le regard que les gens vont porter sur ce livre. Ensuite, pour la rencontre d'autres métiers qui sont dans le milieu littéraire, alors le livre est sorti en mars 2020. Oui, mars 2020, oui, cette période, on n'est pas près de l'oublier. En plein début de la pandémie, en plein début des joies du confinement, de l'impossibilité de voyager. Donc l'idée que je m'étais faite de découvrir les salons du livre, d'aller présenter mon livre là-bas, de faire de la promotion, des signatures dans des librairies, finalement, très peu de tout ça a pu être réalisé. Bon, en tous les cas, on aura appris qu'il y a peut-être d'autres manières de communiquer, de faire connaître notre travail. Donc, ça aura au moins servi à ça, cette pandémie. Oui, cette faculté d'adaptation, en fait, voilà. D'aller chercher des solutions là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Exactement. Voilà, et donc, dis-moi, si quelqu'un se présente aujourd'hui devant toi et te dit « Écoute, Myriam, j'ai envie d'écrire.
j'ai envie de créer quelque chose et de léguer ça au lecteur. Tu lui donnerais quel conseil? Je lui dirais d'y aller, d'y aller à fond, de ne surtout pas laisser ces mots qui sont à l'intérieur et qui veulent sortir, qui demandent à sortir, de ne pas les laisser à l'intérieur et de les poser sur papier et d'y aller sans stress, sans but précis, sans penser à des lecteurs potentiels ou pas, de le faire d'abord pour soi. Oui. On écrit d'abord pour soi, de toutes les manières. Donc, au moment de l'écriture, il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu de « mais qu'est-ce que va penser tel ?» ou « qu'est-ce que va penser tel proche en lisant cette phrase ?» Parce que là, on est dans la saturation, enfin on s'auto-sature, oui. Et on limite la force de choses qu'on pourrait dire, qu'on a envie de dire. Ouais, très bien. Et donc, la mission que tu te donnes, en fait, chaque personne, quand elle entreprend un projet, il y a une intention derrière, hein, c'est le partage, c'est apporter de la joie ou faire prendre conscience. Tu dirais quoi par rapport à ton intention de l'écriture? Dans un premier temps, il y avait une forte envie de partage. Ouais. Ensuite, cette envie de partage vient aussi des thèmes, des sujets principaux qui sont abordés dans le livre, autour de l'histoire entre Etna et Phénix. J'y parle de sujets qui me touchent profondément. J'y parle de la relation parent-enfant, parce que tout simplement je suis une maman et qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça. J'y parle de la dépression, qui est un sujet qu'on n'aborde pas forcément beaucoup, je trouve, ou en tous les cas, je sais pas si... Voilà. Timidement, d'une manière un peu, on va dire, cachée, parce qu'on n'ose pas un peu trop parler de notre vulnérabilité, de notre... En fait, on n'est pas des super-héros. Tout à fait. On n'est pas des super-héros. Oui, il y a des moments où on est dans le top de notre forme, et puis il y a d'autres moments où un peu on a besoin de se poser et de se lâcher un peu. Ouais. Et j'aime dire que le super-héros, oui, c'est bien, mais c'est dans les fictions. Et puis nous, en tant qu'êtres humains, cette vulnérabilité, hein, cette fragilité fait partie de notre humanisme. Voilà, donc, et puis aussi, donc je pense que tu es une passionnée. Hein. Là, je me suis permise un peu de parler à tes proches. Tu es une passionnée des super-héros et des films un peu de Wonder Woman, etc. Oui, dis-moi pourquoi. Voilà. Alors, ça doit être... Je pense que c'est beaucoup l'influence de mes enfants et de mon mari qui m'ont plongée dans ce monde-là. Oui. Je ne l'étais pas avant de les rencontrer tous. Et du coup, c'est incroyable comment maintenant c'est quelque chose qui m'accompagne. Donc, tu parles de super-héros. Bon, je fais le parallèle classique dans le roman entre une maman et la Wonder Woman qu'on croit capable de absolument tout gérer. Oui. Voilà. On parlait de prénoms tout à l'heure, donc en dehors d'Etna et Phénix, je disais que dans un premier temps, je ne voulais pas de prénom. Et puis à force d'avancer dans l'écriture, je me suis rendu compte que ça allait me limiter. C'était une contrainte que je m'imposais qui était limitante pour moi. Et donc, j'ai choisi des prénoms pour leur vrai prénom à Etna et Phénix, c'est-à-dire Etna et Phénix étant leur surnom. Et pour quelques autres personnages qui sont donc Luke comme Luke Skywalker et Han comme Han Solo, donc référence à Star Wars pour ceux qui connaissent. Ouais. Ensuite, pour les personnages féminins, il y a donc Anna
et Elsa. Bon, là, on s'éloigne du monde de Marvel d'ici, mais au moment où j'écrivais, les filles n'arrêtaient pas de regarder La Reine des Neiges. D'accord. Donc elles étaient en adoration devant Anna et Elsa, la Reine des Neiges, et donc c'était un petit clin d'œil aux filles. Ah, c'est superbe ça, c'est superbe. Donc merci de nous avoir permis de rentrer dans ton environnement, mais vraiment intime, comme dans ce livre. Ouais, merci et là, je souhaiterais que tu nous fasses une petite lecture d'un passage avec plaisir. De ton choix en fait. Et voilà. Et après, tu nous diras, tu répondras à une question par rapport à ce passage. Avec grand plaisir, je vais essayer de le trouver. Voilà. Donc, je vais lire un petit passage du chapitre 32. Aujourd'hui est le jour de leur première rencontre. C'est aussi le premier jour de l'été. Un été qui démarre par une journée torride, plongeant la ville dans un état de torpeur générale. L'atmosphère y pèse lourdement sur ses habitants, les réduisant en de pauvres âmes suffocantes, au corps enveloppé dans l'inconfort de voiles dégoulinants de sueur. Hommes, femmes, enfants traînent péniblement les pieds vers leur destinée. Les gestes sont lents, les paroles rares, pas de coups de klaxon, chacun préserve ses forces à sa façon. Anna, elle, marche avec détermination, indifférente à la chaleur extrême qui met à mal tous les corps et tous les esprits. Le cœur palpitant, elle se rend à son rendez-vous. Serrée contre sa poitrine, son précieux carnet, témoin privilégié de ses pensées les plus profondes. Justesse de mots indélébiles qu'elle ne saurait exprimer en paroles avec la même intensité. Des mots qui s'imposent à elle, prennent le contrôle de sa main, lui intiment de les tracer à toute vitesse sur le papier, dévoilent ses états d'âme en toute limpidité. Des mots qu'elle n'imaginait pas avoir en elle et qui pourtant ne viennent que d'elle. Wow. Voilà. Il y a le destin, il y a le chemin, il y a la prise de décision, il y a l'action. En fait, tout ce que j'aime beaucoup, moi. En fait, oui, on a notre destinée, mais le chemin, c'est à nous de le tracer. Et donc, c'est par nos propres décisions, nos propres actions. Tout à fait. Merci beaucoup, Myriam, pour cet entretien. Et avant de terminer, tiens, c'est quoi ton mantra préféré ou ta phrase préférée? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne la hargne? Question extrêmement difficile, sa finesse. Non. Qu'est-ce qui me donne la hargne? Écoute, franchement, c'est, je pense, faire des choses qui, même des choses du quotidien, qui puissent servir de modèle à mes enfants pour qu'ils puissent avancer vers cette promesse de la meilleure vie qu'ils puissent avoir. Voilà. Quelle belle, comment dirais-je, quelle belle citation, citation de toi. Oui. Voilà. Ok, donc on va l'écrire un peu entre guillemets après, on ne l'oublie pas. Donc pour tes enfants, c'est-à-dire cet héritage-là, ces valeurs que tu véhicules, ces valeurs-là, tu les véhicules également dans ton écriture. Et dis-moi, quel est le prochain projet de Myriam? Moi, j'aime bien avoir les premières infos. Eh bien, je suis en train d'écrire. Ça prendra le temps que ça prendra parce que je ne suis pas dans... je suis incapable d'écrire en me fixant des objectifs de temps clairs. Voilà. J'espère que j'arriverai à mener à bout ce projet. J'avoue que je suis incapable aujourd'hui de te dire ce que ça donnera. En tout cas, je serais ravie d'avoir entre les mains le deuxième roman de Myriam et que je le lirai avec passion. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Safinès. Écoute, Myriam, merci beaucoup pour ton accueil, tes réponses, mais qui, on le sent, qui viennent du cœur, en toute simplicité, en toute vulnérabilité. Et je te souhaite une spirale ascendante vers tes aspirations qui vont aller vers ta mission. Merci, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents avec nous. Et je vous souhaite d'aller vers vos aspirations et portez-vous bien. Et surtout, croyez-moi,
croyez en vous.